Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de cette première étape du Tour de France 2026. Voilà, j'ai pu vous proposer, enfin je peux vous proposer un débrief pour le moment, même si bah, c'est un peu compliqué parce que je suis rentré chez moi à 3h30 de festival, mais j'ai pu rattraper 2 3 choses. Et puis un Tour de France enfin lancé, parce que bon, hier je pouvais pas réellement commenter vu que j'étais pas chez moi, enfin je me suis pas enregistré à part. Donc j'ai pas pu faire mon lancement habituel que j'ai pu rattraper ce matin. Puis aussi sur le chronopaquip, le problème autour de la pique-nique. J'ai essayé de revoir. Mais en tout cas, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce début de Tour de France à débriefer tous ensemble. Donc avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, une notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Très compliqué, plusieurs choses déjà, forcément la réalisation. Je rappelle pour Anthony Forestier, le but d'un réalisateur, c'est de nous permettre de comprendre la course et pas de louper des moments. Il nous le fait tous les ans, mais alors là, c'était un numéro des 100 lieues qu'il faut voir, hein. Parce qu'à certains moments, en fait, on avait les points intermédiaires, on nous disait telle équipe passe au point intermédiaire, mais on ne les voyait pas. C'est magique. Pourtant, on avait même des motos derrière, on avait même des coureurs habituels, hein, mais non. Écoutez, c'est ainsi. En tout cas, on va se retrouver bien évidemment pour ce Tour de France à débriefer. Donc forcément déjà, assez intéressant de ce que l'on a pu voir avec cette formation Visma Lease the Bike qui s'impose. Ça faisait partie des favoris. J'avais parlé de la Net Company Neos, on en parlera juste après, mais j'avais forcément évoqué tout ce qui est la formation de la Lidl Trek ou de la Red Bull Borans Go. Bon, forcément, on est suivi à eux et Decathlon. Groupama ont du bon collectif, tout comme Alpecin. Et puis, forcément, on devait quand même se mettre à surveiller un peu plus Movistar, qui sont capables de faire des bons chronos. La Jayco, parce que la Jayco ont quand même une ADN sur les chronos par équipe. Ils finissent 10e. Mais avec pas mal d'enseignements déjà sur ce début de Tour de France. Et Vingegaard est en jaune pour la première fois depuis les Champs-Élysées en 2023. Donc ça faisait presque 3 ans qu'il n'avait pas porté le maillot jaune. De toute façon, à chaque fois qu'il l'a porté, c'était une année où il gagnait comme Pogacar jusqu'ici. Ouais, mais Jonas Vingegaard a quand même été solide. En tout cas, vraiment, cette équipe qui était peut-être moins. Enfin, qui a quand même énormément de rouleurs. Forcément, on a quand même Eduardo Affini, Campenart, Armirail, ça va très vite sur le plan. On a quand même un ancien champion d'Europe avec Affini, un Armirail qui a été triple champion de France de la discipline. Et qui a fait top 5 d'un chrono sur le Tour de France en année, même s'il aime les chronos longs. Victor Campenard, forcément, c'est un ancien recordman de l'heure. Perchan Gaganes qui est très bon sur les Flandres, mais que tu aurais pu sacrifier dès le début. Surtout, tu as gardé tous tes grimpeurs pour la montée. Alors, on peut se dire, les montées, alors on peut se dire que Sepkus c'est peut-être pas le meilleur encore sur un chrono, mais quand il est fait à bloc, il est très solide. Là, on l'a vu dès le pied. Jorgensen qui a craqué. Et Jorgensen finit très long, il est quand même à 2 minutes 30. Alors, on sait que Jorgensen a déjà fini 8ème d'un Tour de France en 2024 et 10ème de la dernière Volta. Mais à 2,30 de Vingegaard, donc il est mine de rien assez loin. Il serait même derrière, théoriquement, 2,30. C'est derrière Higuita, par exemple, la dernière équipe. C'est vrai que c'est assez loin, je trouve, quand même, ce que où a fini Jorgensen. Après, forcément, il a l'être équipier. Puis Ganzoli qui a été très solide à 28 secondes, même qu'il avait 2-3 mètres de retard sur Jorgensen, presque. Non, c'était Jorgensen ou Kuss? Enfin, il était 2-3 mètres de retard. Il a remis un dernier relais pour lancer et mettre sur orbite Vingegaard. De toute façon, on connaît ce format du chrono par équipe. C'est plus le temps sur le quatrième quart, mais mettre sur orbite son leader. C'est peut-être pas là où on est le plus fan. Après, oui, certes, c'est spectaculaire. Mais on a moins cet accent collectif là. Surtout qu'en plus, on enlève 2 3 choses en l'occurrence. Parce que tout simplement, ça enlève la possibilité pour un maillot jaune, enfin pour un coureur qui a moins l'habitude, qui est coéquipier, d'être maillot jaune. L'année de compagnie Neos sont finis à 8 secondes avec un Filippo Ganna qui a été exceptionnel, enfin qui a été vraiment très 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 solide avec Tobias Foss dans la dernière montée. On n'a quasiment pas vu Arensman quand il a été distancé, mais le problème, il est très simple, c'est que on a eu la cohésion de Vauclin qui ne prenait pas de relais, qui avait l'objectif tout simplement de passer en tête pour cette équipe. Sachant que Vauclin, on le sait, il est meilleur grimpeur que Filippo Ganna, donc je vous l'apprends peut-être pas, hein, bien évidemment je vous apprends rien là-dessus, mais ce que je veux dire là-dessus c'est que Vauclin a forcément manqué dans la montée où il aurait pu finir comme très fort. Alors il est moins fort que Vingegaard certes, mais bon, il y avait un peu moins de 2 secondes d'avance pour la Visma au pointage intermédiaire, ok, mais je pense quand même qu'ils auraient pu potentiellement faire quelque chose. En tout cas, côté formation. Net Compagnino dans le sens où Vauclin aurait pu permettre peut-être d'être proche des 8 secondes, voire d'être devant et de porter le maillot jaune. C'est un rêve d'une vie qui s'est envolé. Et la poisse pour Kevin Vauclin, forcément, crevaison. Sur un chrono par équipe, on sait qu'on n'allait pas l'attendre, sachant qu'on joue la victoire et qu'on était en tête de tous les pointages intermédiaires. Autre enseignement, Bernal n'était pas bien.
pour cette équipe. Egan Bernal, alors il vient de finir deuxième de la Vuelta, du Giro, 20 coureurs enchaînent Giro Tour. Kwiatkowski, bah, de toute façon, quand t'amènes Bernal, mais surtout Godon, c'est qui est intéressant, vainqueur d'un prologue sur le Tour de Romandie, mais t'amènes Tarling, ancien champion d'Europe, Arensman, qui est un excellent rouleur deuxième du dernier chrono du Giro, qui était de 50 bandes tout plat, Tobias Foss, qui est forcément un ancien champion du monde à discipline, un ancien double champion du monde à discipline, recordman de l'heure et cette fois champion d'Italie comme Ghana, qui est le meilleur rouleur du monde, en tout cas peut-être dans cet exercice, même si Remco, en tout cas en circuit urbain, il l'est et il nous l'a encore montré aujourd'hui. Tarling, ancien champion de Grande-Bretagne, on a dit, le champion de Pologne, Michael Kwiatkowski, et puis Michel Kwiatkowski plutôt, et puis Tobias Foss aussi, bah, c'est quand même le champion de Norvège, et puis Vauclin qui est un excellent rouleur, il a fait top 5 de chrono sur le Tour de France l'an dernier, également cette année sur le Tour d'Algarve. Mais vraiment, bah, la poisse après le chrono du Tour Vagnon-Alpes, où ils étaient vraiment pas très très loin, et c'est forcément sur le temps, on a le temps. Tobias Foss, peut-être que là aussi on perd légèrement sur la confusion avec Vauclin, même si je pense qu'ils l'ont pas totalement vu à certains moments avec Filippo Ganna. Après, forcément, ça a manqué de relais dans le final, et c'est ce qui leur coûte, je pense, honnêtement, la victoire d'étape, même si bon, Vingegaard était très fort, mais peut-être pas si rien que ça, parce que à 12 secondes seulement on allait à UAE, sachant que la UAE avait un moins gros collectif pour le plat, et de toute façon, la Visma devait être devant la UAE aujourd'hui, c'était une certitude pour moi, mais. L'écart est peut-être plus faible que ce qu'on aurait pu penser. Parce que Pogacar fait le meilleur temps entre troisième pointage intermédiaire à l'arrivée, donc il est maillot à poids, même s'il n'y a pas de points. Bernal est maillot vert, mine de rien, parce qu'il a été en tête il a fait le meilleur temps sur le premier intermédiaire. Après, la Visma, au fur et à mesure du temps, était de plus en plus fort quand même sur ce chrono. Mais et voilà, c'était très très esthétique et très très beau ce que la Net Compagnie Ineos était capable de faire. On sait que c'est dans leur ADN. Et puis la Visma, bah, ils avaient déjà remporté le dernier contre-la-montre par équipe sur le Tour de France. C'était en 2019 à Bruxelles, avec 20 secondes d'avance sur la Net Ineos à l'époque et 21, je crois, sur la Quick Step. Et puis, il faut pas oublier aussi côté Visma Leasebike, après celui du Tour Rheinland-Alpes, ils en remportent comme 2 des 3 d'ASO cette année avec la Net Compagnie Ineos. Mais cette formation UAE, bah, très clairement, on avait du Nispolite qui s'est donné corps et âme, hein. Il est allé au bout de lui-même sur le plat. Nispolite, on avait Vermersch. Mais Adamiès qui a peut-être pu manquer dans les bosses. Adamiès, alors il revient après le Giro et son abandon. Mais vous savez que moi, ce que j'aime pas trop chez Adamiès, c'est le côté un peu nonchalant dans le sens où je m'en fous un peu de la course. Là, il craque très tôt. C'est le premier à craquer quelques mètres devant Nispolite. Ils finissent ensemble. Mais ouais, à moins que ce soit du coaching, mais en tout cas, je pense qu'il aurait quand même pu aider pour le pied de la montée, et ça n'a pas été le cas là. Bah, Vermache a beaucoup roulé, Tim Wellens aussi et Félix Groschartner. Surtout, bah, on est quand même à 4 dans la dernière ascension avec Groschartner et puis McNulty qui font quand même des gros relais. Et puis surtout Pogacar avec Isaac Del Toro qui a perdu quelques secondes sur Pogacar. Donc au-delà du fait de catapulter Pogacar et le mettre sur orbite, bah, Del Toro perd quelques secondes au classement général. Alors c'est moins que certains corps, mais au maillot blanc, bah, il est derrière Juan Ayuso. Il est à 2 secondes devant Piganzoli et 13 devant Sexas, mais Juan Ayuso est 10 secondes devant lui. Gros problème aussi pour la Lidl Trek, bah, c'est que alors on a Quincy Moss qui a été quand même très solide, Verona aussi, même si Verona il a peut-être pu être plus utile dans les boss. Tom Skuns, Mats Pedersen qui se sont donné corps et âme, mais surtout Skelmos qui perd 1,17 à l'arrivée sur Ayuso avec son problème mécanique, ce qui forcément compte énormément. Attendez. Non, mais parce qu'il y a le direct qui vient de commencer IRL et en fait ils viennent d'indiquer via les images de spectateurs la chute qu'on n'avait pas vue du coup de la formation groupe 1 LDJ parce qu'on avait une réalisation faite par des orteils. Je plaisante, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas la première fois. Anthony Fossi entre l'étape des pavillons, c'est pas pourquoi Connor a un problème. Bon, c'est vrai qu'on sait pas pourquoi Pogacar est mal placé au Cap Blanc-Nez, au Cap Brené, mais même enfin cette année-là, à un moment on a un décalage parce qu'on nous dit ouais, la Visma tac avec Bonnot, etc. Sauf qu'en fait, il faut attendre 30 secondes pour avoir l'image. Pareil, on voit Van Aert accélérer dans le galibier et du coup on va voir Thomas Voeckler, on dit ouais, Thomas Van Aert accélère, il dit bah non, celui qui est en tête c'est Barguil et du coup en fait on a un décalage de 15 secondes qui était très énervant ce jour-là. Plus l'an dernier, bah déjà le Puy-de-Dôme, mais alors l'an dernier c'était une catastrophe aussi le Ventoux, c'est pas pourquoi Butrago, Van Wider reviennent. Fred White, on apprend 15 minutes après qu'il a eu une crevaison et quand on le voit une minute de retard, on me dit ah ouais il a une crevaison. Encontre qui s'est relevé aussi, on ne sait pas pourquoi, alors qu'au final ça permet de limiter l'écart pour Valentin Paré-Peintre. Enfin, ce jour-là, c'était catastrophique. Mais Skunk, c'est quand même bah, toujours là qui s'est sacrifié. Deredji qui était dans les 3 derniers avec Vacek qui a mis sur orbite, forcément, je dis beaucoup sur le leader, mais qui a été quand même très solide. Il a passé un dernier gros relais pour Juan Ayuso. Je pense peut-être que ça manquait légèrement de personnel dans la fin. Après, Ayuso, il a perdu du temps par rapport à Gannet dans la dernière montée. 700 mètres, on le rappelle, à 7%, 800 mètres à 7%. Mais il y avait quand même. Alors, Côte de Montjuïc qui met 900 mètres à 5,5, ce qui n'était pas le même. La même chose sur un autre endroit. Mais oui, bah 700 mètres à 7,3, sauf qu'en réalité, on a quand même des passages à 10, 11%.
Mais je pense qu'on a peut-être manqué d'un relais, notamment de Mathias Skelmos, parce que sur le Tour Van Alp, il finit à 5 dans les 3 derniers kilomètres, et c'est Skelmos qui passe un relais et qui est surtout devant son coéquipier. Ayuso qui ne prend pas de relais à ce moment-là. Et puis voilà, après ce qu'on peut également citer aussi, c'est que la Red Bull Rangers Remco était très fort, il a surtout fait craquer Lipovic. Est-ce que c'est une mauvaise chose pour Lipovic de le voir lâcher? Alors, il a été distancé, mais Van Gils pouvait être quand même assez intéressant. Bon, Cattaneo, Tranic, Dens et Van Dijk, on savait que c'était pour le plat. Mais Remco, qui était peut-être un peu sur la retenue, mais qui a également récupéré un peu de temps dans la dernière ascension. Ouf, ça c'est une chute aussi, attendez. Alors, oh oui, Alfredo nous parlait de l'intensité de cette étape parce qu'il y a eu également une chute du côté de la Bahreïn qu'on n'a pas vu, bien évidemment. Mais Remco Evenepoel a surtout fait craquer Lipovic sur la fin. On le voyait quand même déjà perdre de 3 longueurs dans Montjuïc, que dans la côte de Montjuïc avant celle du stade olympique. Mais ouais, assez compliqué pour Lipovic qui perd quand même 16 secondes. Alors certes, il est devant certains coureurs. Bah, il est devant Sexas en trop. D'ailleurs, si on regarde le classement général, Lipovic c'est devant Sexas, il est 8ème, je crois, Lipovic. C'est ça, 8ème. Devant Tobias Foss. Mais en l'occurrence, du côté de Florian Lipovic, c'est vrai que c'est une légère première alerte. Bah, on perd du temps sur le co-leader. Après, Remco Evenepoel jouait peut-être sa carte pour prendre le maillot jaune. Il reste quand même à 19 secondes. S'il y a des écarts aujourd'hui entre quelques coureurs, on pourrait avoir un changement de maillot leader. Est-ce que Pogacar voudrait le prendre? Il a 12 secondes. Est-ce que Ganna, alors ce sera des secondes de bonification, mais s'il y a un écart, faudra voir. Même si je pense que Vingegaard non. Il donnera tout pour être dans la route Pogacar, bien évidemment. Du côté de la Decathlon CM c'était une très bonne surprise dans le sens où on perd que 39 secondes, on est 6ème. Sachant qu'on n'a pas que des grands spécialistes du chrono, forcément, t'as un excellent rouleur comme Danoulle, ancien vainqueur du chrono du Giro l'an dernier et du championnat des Pays-Bas du chrono. Mais Casbol pour le sprint, alors ça reste quand même un coureur qui est assez bien pour préparer un sprint. Il a une bonne pente de vitesse, tout ça, il aurait pu aider pour le plat. Olaf Koy, c'est pas forcément le coureur le plus allé sur le chrono, mais bon, lui, comme Danoulle, c'était là pour le plat. Mais Prudhomme a lâché assez tôt. Euh, et finalement, c'était Richitello qui devait lancer par épingle, sauf que c'est que ça, sauf que Richitello a fait très peu de relais. Au final, enfin, il a quasiment pas relais. Il a même craqué dans la fin. Il perd 11 secondes sur Sexas. Valentin Paripart et Tish Benoît étaient là pour la montée. Mais c'est vrai que ce chrono fait en deux parties pouvait amener tout simplement à certains coureurs, enfin, tout simplement à vraiment garder le bloc plat puis le bloc ascension. Sauf que certains grimpeurs qui sont moins bien, fallait vraiment les économiser. L'Alpecin, très gros chrono nettement pour Van der Poel. Il est à 39 secondes. Ce sera trop chaud pour prendre le maillot jaune aujourd'hui. Mais il est en condition. Il s'est testé. Alors, au-delà du chrono du Tour de Suisse, je pense qu'il y a l'objectif victoire d'étape pour lui aujourd'hui. Avec cette équipe tournée autour de Van Der Poel et de Philipsen. Bon, il y a quand même Verschring et Ramsès de Bruyne. On a très peu vu l'Alpecin, mais ils ont fait un excellent chrono quand même pour eux. Dans le même temps quasiment que Paul Sexas. Enfin, allez, il y a 40 centièmes 4 centièmes d'écart. Mais très grosse performance pour l'Alpecin. Et puis Van Der Poel sur des chronos de début de Tour de France. Il reste quand même toujours une référence. Voilà, en 2021, il garde son maillot jaune également aussi sur le Giro, même s'il était assez court en 2022. Et puis même le départ à Copenhague, au final, il avait fait un bon chrono. C'était une 6ème place, je crois, c'est sa meilleure performance de tout le tour avant qu'il abandonne. Groupama VDG, on sait Groupama, il y a un savoir-faire collectif là-dedans. Déjà, sur les Flandren, je disais qu'on avait un collectif qui était très fort. Alors, c'est pas forcément la même chose qu'un chrono, mais on a ça dans l'ADN de l'équipe, notamment quand on avait Stéphane Kung. Et on perd 41 secondes, alors qu'on a quand même Guillaume Martin et Clément Berthet qui tombent ensemble et qui finissent à 2,53. Et surtout qu'on vient avec une équipe avec quasiment qu'un roule. Enfin, on avait peut-être Germany pour rouler, mais voilà, autour de Romain Grégoire, bah, c'est Russo, c'est Braz Alfonso qui est peut-être pas un excellent spécialiste du chrono aussi. Forcément, Kostю qui est généreux dans l'effort, mais avec Paché, Russo, plus Martin et Berthet, surtout que tu perds très tôt. Guillaume Martin, Guillonnet, Clément Berthet, même quand t'as Paché, tu te retrouves très vite à 5, donc c'est plutôt un bon chrono par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Romain Grégoire qui montre qu'il est en grande condition avant le départ de cette étape. Que j'attends beaucoup Romain Grégoire, j'aimerais beaucoup qu'il s'impose sur cette étape-ci en maillot bleu blanc rouge. C'est une étape pour lui de toute façon. Donc j'aimerais vraiment qu'il lève les bras. Ce serait vraiment mérité pour lui, en plus avec sa pointe de vitesse et son punch. Barney c'est Tiberi qui finit 3 secondes devant Lenny Martinez, on perd 47 secondes. Après il y a Gradek, Phil Bauhaus, Stannard, Moritz. Je vais juste voir du côté de ce Tour de France. Est-ce que l'on a par hasard des non partants sur l'étape du jour? C'est peut-être une possibilité sur la startlist. Est-ce qu'on a des non partants? Non, alors, on parlera après d'Arnaud Delis, mais je vais voir. Non, tout le monde est encore là aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. On va revenir sur cette première étape, bien évidemment. Première étape, donc remportée forcément par la Visma, je l'ai dit.
Mais intéressant côté Bahreïn, on perd 47 secondes, sachant que Lenny Marquez se débrouille, mais on a quand même Antonio Tiberi, on avait des coureurs pour plat, notamment Van Meekelen. Mais Tiberi, peut-être est-ce qu'il y a un peu une condition meilleure. Après, on sait que ça reste un excellent rouleur de base. Michael Matthews a terminé à 51 secondes pour la J. Lula. On sait que forcément l'école australienne de la piste, tout dans les plus jeunes années, on est toujours sur la piste, assez performant. Et en info course surtout du jour, c'est quand même qu'on a l'abandon de Clément Berthet. Donc c'est toujours un sentiment particulier quand on abandonne en début de Tour de France parce qu'on a l'impression de ne pas avoir pris part à la course. Mais ouais, abandon de Clément Berthet, ça reste quand même une particularité. On perd quand même encore très rapidement pour cette équipe-ci. Et ça, c'est jamais bon signe, malheureusement, pour la Groupama. Mais ouais, Michael Matthews, il a très peu de jours de course, mais il a gagné déjà des productions par Nice. Il a des capacités dans cet exercice, à 1,06 son aplat, mais surtout Connor qui perd beaucoup de temps. 3,42, comme toute cette équipe quasiment. Mais moi, Ben O'Connor, enfin, à mes yeux, il allait jouer le maillot de la montagne. Plus que le classement général, parce que déjà il a 50 jours de course, ce serait 71 s'il arrive à Paris, mais surtout, beaucoup pour cette période-ci avec un grand tour de jambes, mais surtout je ne l'ai pas trouvé exceptionnel cette saison. Voilà, je dis 16ème du Giro, mais la condition ne faisait que de baisser et de régresser dans la hiérarchie, malgré une 5ème place comme au Blockhouse, où c'était vraiment sa meilleure journée presque depuis le début de l'année, parce que 8ème du Tour des Alpes, mais un peu compliqué. C'est pas la course que j'ai plus vue, malheureusement, le Tour des Alpes, mais ouais, O'Connor, j'ai trouvé moyen quand même dans l'ensemble. Même il y a eu le tour 42e, 13e de Catalogne, mais assez long en général, et puis 10e du Tour Down Under. Il y a la 4ème place quand même au championnat d'Australie contre la montre, mais qui a perdu beaucoup de temps Ben O'Connor quand même. Ça, c'est une donnée importante. La Pinerolo, enfin d'abord, IF. L'AIF, c'est un temps intéressant. C'est Baudin qui a bien conclu comme ce que je pensais. Carapace à 39 secondes. Derrière Stanley Benelli à 2,14. Donc Benelli perd déjà du temps pour aller dans des échappées assez rapidement. Carapace perd du temps, mais on a donné vraiment l'idée à Baudin. Alors est-ce que Baudin voudra jouer le général? En tout cas, Baudin confirme le fait que son équipe avait déjà fait un excellent contre-la-montre sur le dernier, enfin par équipe sur le dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La condition est très bonne et on le savait déjà pour Alex Baudin. On perd 57 secondes pour cette équipe. Peut-être qu'il y aura l'ambition dans 2 jours, enfin demain, dans les Pyrénées, d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. Ce serait une possibilité parce que l'échapper pour aller au bout si on veut perdre tout simplement le classement général pour un des leaders. La Pinerolo, c'est quand même un bon temps pour Pitcock à 57 secondes, sachant qu'il finit son meilleur coéquipier Quinten Hermans finit à 1,47. C'était bon sur la fin quand on regarde honnêtement par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai que cette équipe-là, on était assez loin à certains intermédiaires, mais bon, Pitcock perd quand même 57 secondes sur certains favoris, c'est un léger débours, mais moins que ce qu'on aurait pu s'attendre parce que c'est une équipe qui est pas non plus si expérimentée que ça, peut-être dans des chronos par équipe, qui n'avait pas totalement d'excellents rouleurs de manière générale. Alors, on a peut-être Harper qui peut aider, mais c'est vraiment surtout une équipe qui est tournée autour de Pitcock, mais peut-être pas l'expérience en tout cas des grands spécialistes du chrono, donc ça c'est quand même à voir. On voit Kevin Vauclair dans les premières lignes au départ. Et puis Soudal Quickstep, Van Wider, bon chrono quand même pour Ilan Van Wider à 58 secondes. On a Van Baal, Valentin Weipart qui perd une 48. C'est moins bon qu'à une époque parce que cette équipe a été championne du monde du chrono. Mais pour la Soudal Quickstep, c'est presque une minute déjà de perdu pour Van Wider qui veut jouer le général. Mais ça reste quand même assez intéressant pour eux. Sachant qu'on a peut-être une équipe moins forte qu'à une époque et on a Merlier, Van der Berge qu'on peut perdre assez rapidement. Mais Van Wider qui est quand même un bon corps sur les chronos. Voilà, on finit quand même devant les X de Johan Essen à une minute pile. On a un Coty Fouilly assez important dans cette équipe, mais pas spécialement pour un chrono par équipe, même si on a du Abrahamsen qui est un énorme baroudeur qui peut aider, peut-être Warren Schold aussi. Kort Nielsen, il a quand même des très belles capacités physiques. Mais Johannessen qui finit avec 29 secondes d'avance sur Torsten Traen. C'est déjà une minute de perdu pour lui, c'est peut-être pas totalement bon signe, mais par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre dans le sens où on peut se dire on n'a pas la meilleure équipe sur un contre-la-montre, ça reste plutôt correct pour eux. Si on regarde d'un autre côté, du côté de la formation qui les suit, avec la Total Energy, c'est un bon temps pour la Total, une 0-2. Sachant, comme je l'ai dit, c'est pas une équipe totalement expérimentée là-dedans. On reste pour la Total Energy sur une équipe quand même deuxième division, comme la Pinerolo. Donc on sait que le chrono. Alors forcément pour la Pinerolo, on joue le général avec Pitcock. Et avec sa troisième place sur la dernière Volta, où il y avait déjà un chrono par équipe pour la Volta d'ailleurs. Pitcock, on va peut-être pouvoir voir le chrono par équipe de la Volta l'an dernier. Ils finissent combien de Ils finissent 8ème, donc c'était plutôt un beau temps pour cette formation-ci. Je retire ce que j'ai dit. Mais pour cette formation de la Total Energy, c'est vrai que le chrono déjà de base, c'est peut-être pas là où on est le meilleur pour des équipes de deuxième division, forcément.
une équipe de deuxième division va plus être sur des courses forcément en ligne, parce qu'il y a moins de contre-la-montre que pour d'autres équipes, et puis on n'a pas le même budget en termes de travail, et surtout en termes de recherche et développement, on peut moins faire de tests en soufflerie, et pour affûter sa position. Mais Jordan Jegat qui a dit qu'il voulait, pourquoi pas, viser le maillot jaune en début de tour, des victoires étapes, le maillot à poids. Il aura une opportunité demain, mais à 1,02, c'est quand même un très très bon temps pour lui. Il finit avec plus d'une minute d'avance sur ses autres coéquipiers. Et puis on a quand même, ouais, pour moi, ça reste un temps qui est quand même encourageant pour cette équipe-ci. Avec quand même Thibaut Guernalec qui est un excellent rouleur dans les coureurs français. Mais ça reste un bon temps. On récupère, enfin, on n'est pas dans les toutes dernières équipes pour cette formation-ci qui était pendant quelques instants meilleure équipe. En tout cas, meilleur temps. La Caroual, des très bons débuts sur le Tour de France. On finit à 1 minute 12. C'est Molinard qui a fini avec 26 secondes d'avance sur José Félix Parra, ce qui est assez étonnant parce que Parra pouvait jouer le classement général ou des échappées. On a Balderstone, enfin le maillot à points pour Parra, Balderstone dans sa champion d'Espagne du chrono. Mais voilà, c'est vrai que c'est un beau temps, surtout pour une équipe qui a peut-être moins l'habitude. Enfin, l'habitude non, parce qu'ils en ont beaucoup sur la Vuelta, donc forcément, une équipe Total Energy qui est les chronos par équipe, on a réellement quasiment que sur les épreuves ASO. La Cara Rural, forcément la Vuelta, je rappelle que pendant pas mal d'années sur la Vuelta, on commençait par contre-la-montre par équipe. Euh, donc forcément, c'est intéressant. C'est un chrono, oui, bien pour cette équipe-là, pour leur premier kilomètre sur un Tour de France. Mais peut-être qu'on a. Après, ils en ont fait cette année. Mais ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question. Est-ce que. Enfin, pour une équipe, oui, de deuxième division, c'est pas là où ils sont le mieux. Mais c'est quand même assez intéressant. C'est pas là l'exercice où on travaille le plus. La Tudor, on finit avec Alaphilippe à 11 secondes de Yanis Mozart, mais à 1,14. Stora a plus de 2,13 du temps de l'équipe, donc il y a plus de 3 minutes. On jouera pas le général pour Stora, déjà qu'il enchaîne après une 7ème place sur le dernier Giro. Mais ça, du côté de Michael Stora, même Marc Hirschi, on finit assez loin de cette équipe. Assez étonné quand même de la Tudor. Ça montre qu'Alaphilippe et Voisard sont en bonne condition dans cette équipe, en tout cas dans les meilleurs. Même si Alaphilippe pensait qu'il avait des capacités sur le chrono, mais il les fait pas tout le temps réellement à bloc, sauf quand il a une place au général à défendre. Par exemple, sur le dernier tour de Suisse. Enfin, quand il fait 5ème en 2025. Mais ouais, pour cette équipe-là, c'est vraiment le dernier intermédiaire où on a été très bon. On finit 11ème sur la dernière section, alors qu'avant on était aux alentours de la 20ème place, donc on finit 17ème. Mais on peut dire que Voisard et la pipe ont des meilleures jambes et que la section grimpeur tout simplement était mieux là-dedans. Du côté de la NSN, c'est George Bennett qui termine, mais on finit assez loin pour la plupart des cours. 1,16 pour lui. Après, le deuxième, c'est Germain 1,54. On était vraiment dans les toutes dernières positions pendant une longue partie, enfin surtout sur les dernières intermédiaires. Ça a monté peut-être en puissance, on a peut-être eu du mal à se mettre en forme. Alors c'est vrai que beaucoup ont roulé sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Est-ce que c'était le cas pour eux? Je sais pas trop. Peut-être qu'on n'a pas tant travaillé que ça cet exercice pour la NSN, mais c'est vrai qu'on finit assez loin pour une équipe pour le tour. Euh, Après, les deux dernières équipes, c'est des équipes pour le tour, mais même les quatre dernières. Cofidis, pour Yann Izagirre, alors certes, sur Paris, on avait fait un bon chrono, là c'est moins le cas. Du côté de la formation française, on a essayé de mettre dans les meilleures dispositions Yann Izagirre une 17 qui dispute son dernier Tour de France pour sa dernière saison. Voilà, il y a quand même du Benjamin Thomas, du Alex Hirschi, Savroulé, pourquoi pas Rambrou, mais Hugo Page qui était très bon chez les jeunes en chrono, mais c'est moins le cas en professionnel. Mais pour cette équipe-ci, on finit quand même assez loin, plus loin que sur Paris-Nice. On avait de la motivation, je pense, pour cette équipe-ci. On finit loin. Et puis Cofidis, société sponsor de la Vuelta, il y a quand même une implantation en Espagne pour cette équipe-là avec deux coureurs espagnols au départ, mais compliqué pour eux. Du côté de la Movistar, là ça a été de la débandade, moins que la pique-nique au début, mais on finit à une 18, mais surtout avec notre Brook perd 35 secondes sur son coéquipier. Raoul Garcia Piernet qui fait le meilleur temps. Surtout, moi, ce qui m'a un peu gêné dans cette équipe-là, c'est que on perd très tôt Canet Brut dans la montée finale, alors qu'on était plutôt bien parti. On fait deuxième du trophée Ocel Salines pour cette équipe-là, qui a quand même un bon collectif dans cet exercice-là. De toute façon, c'est une équipe qui avait été longtemps sur le Tour de France, meilleure équipe à la suite, donc on a toujours ce sens-là du collectif. Alors forcément c'est tellement le cas pour ce chrono par équipe, mais on a quand même des coureurs comme Nelson Oliveira qui peuvent tracter l'équipe, même Raoul Garcia Pierna qui est un excellent rouleur, le champion d'Espagne Pablo Castrillo, mais on a dû attendre Canet Brut, ça a créé une confusion. Et forcément, la Movistar sur la dernière portion, c'est limite l'équipe qui fait le moins bon chrono. Et on s'est totalement écrasé. C'est Canet Brut qui a fait un coup de chaleur. Alors pour moi, c'était pas le coureur qui était le mieux sous la chaleur, notamment sur la Vuelta 2024. Mais peut-être qu'il y avait déjà des problèmes physiques en Vuelta 2024 en Andalousie. Mais forcément, tu te retrouves très rapidement à 1,53 de Vingor, mais tu perds pas mal de temps sur la plupart de tes adversaires. C'est déjà un break qu'on a encaissé par rapport à d'autres coureurs, surtout que l'étape de Pau, on est quand même à 35 degrés en moyenne, enfin même, non, ouais, aux alentours de 35, c'est prévu 35 également pour Bordeaux, 37 en Dordogne si ça bouge pas. Donc oui, honnêtement, il va faire très chaud, plus qu'à Barcelone, sachant qu'à Barcelone, on part quand même
à 16h. Alors 16h c'est l'une des heures les plus chaudes de la journée, mais on va dire que... Non, 17h, pardon, 5, mais ouais, la Movistar si on regarde la sortie du Tour de France. En termes de dossard, je crois que la Movistar n'était pas tout de suite dans les mieux placés quand même. Mais sur la sortie, la Movistar partait dans les premiers. Ouais, il partait dans les 10 premières équipes. Donc on va dire on avait peut-être un départ vers 17h40 pour la formation Movistar. Donc peut-être que les chaleurs commencent à baisser. Mais enfin, quand je dis qu'elles commencent à baisser dans le sens où on peut se dire, bon, c'est moins chaud qu'entre midi et 16h. Mais forcément pour cette formation, c'est pas bon signe pour son leader, ce qui fait un coup de chaud. Faudra voir comment il récupère. Alors pourtant sur le Tour Vanonade, ça c'était plutôt bien débrouillé, même s'il faisait moins chaud qu'aujourd'hui. Enfin qu'hier surtout, mais compliqué pour cette équipe. C'est un premier signal d'alerte comme pour Arnaud Delis. Alors on essaie de garder Van Edvelt pas très loin. On finit à une 36 quand même pour Van Edvelt, mais voilà, autour d'Arnaud Delis, on a quand même mis 4 coureurs autour de lui. Arnaud Delis qui finit à 2,33 de son leader Van Edvelt. Très compliqué pour Arnaud Delis honnêtement qui était malade, maux de ventre au-delà de la présentation des équipes et du Giro, bah, c'est vrai qu'on l'a mis sur le Tour d'Italie alors qu'il était malade. Là c'est également le cas. Va falloir passer l'étape de Barcelone aujourd'hui qui est en circuit, mais aussi l'étape des Angles qui est quand même une étape avec plus de 3800 mètres de dénivelé positif, donc ça va être difficile pour Arnaud Delis honnêtement à ce début de tour comme sur le Giro, où sur le Giro il était lâché à chaque montée au début. Enfin vraiment sur la troisième étape c'était dur pour lui. Il abandonne au bout de 4 jours de course, mais ouais, Arnaud Delis, peut-être qu'on a eu du mal à récupérer aussi. C'est une possibilité que la même production disait, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très mauvais pour lui. Et même si, certes, c'est au bout de la cinquième étape qu'on a une occasion pour les sprinters, mais compliqué. Puis voilà, Pinnick, ça a été la débandade. On n'a pas compris ce qui s'est passé avec Barguil. Il a été peut-être plus loin que ses autres coéquipiers parce qu'on fait, je crois, le cinquième temps, premier intermédiaire. On avait peut-être l'objectif de prendre le maillot vert. Mais non, très dur, honnêtement, pour Warren Barguil. Ils l'ont quasiment tous attendu. Vous regardez que c'est Rob Dont qui finit meilleur temps à 1,55. Mais après, Van Den Broek à 38 secondes. Et puis tout le reste de l'équipe à 1,10 ou 1,21 pour Markel qui est le dernier. Mais on a attendu Barguil qui a relevé sa visière. C'était assez compliqué. Je me suis dit, bah, c'est le pire en fait qui pouvait leur arriver. Parce que très clairement, on est quasiment dernière équipe, voire même dernière équipe au deuxième intermédiaire sur la deuxième section tronçon de l'étape. Mais oui, honnêtement, pour cette formation-là, c'était une catastrophe, honnêtement, parce qu'on a tout le monde qui attend Barguil et forcément, en attendant tous les coureurs, il y en a un qui est tout seul devant, on se désorganise et Vauclair disait sur la moto, on disait c'est pas possible du côté de l'équipe Visma Picnic post-Enel. Du côté du départ de cette étape, ça va avoir lieu dans pas très longtemps, donc on va pouvoir se retrouver. Iglesias Astana, bah, on finit tous très loin à 2,18. Alors on n'a pas forcément d'excellents rouleurs du côté de la Astana, même si Mike Tennyson faisait partie de la dernière équipe qui avait gagné un chrono sur le tour. On est là pour les victoires d'étape, mais très très lent Simone Velasco à 3,40 Guita. Ah, on est quand même à plus de 5. On n'était pas très loin des délais parce qu'attendez, 5,20 quasiment de perdu pour lui. Les délais étaient de 6,32. Mais assez loin effectivement en ce qui concerne Velasco, les délais étaient de 30%. Mais cette équipe-ci, oui, de toute façon, on aura l'objectif des victoires étapes, que ce soit en punch ou même dans le sprint, et puis on roulera avec 2 ou 3 coureurs dans des sprints très clairement pour des victoires. En tout cas, j'espère quand même que ce débrief vous aura plu, ce début de Tour de France aussi. On se retrouve dès demain pour la suite du tour en temps réel et du débrief qui aura lieu peut-être vers les mêmes eaux demain. Ou un petit peu plus tôt vers. En tout cas, c'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, la prochaine, ciao ciao. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ciao ciao.